Blangy-le-Château, petite commune paisible du Calvados. C'est ici, dans ce cimetière, que repose Arnaud Garcia, le fils de Dominique Garcia, mort le 14 mai 2024. Il n'y a pas une heure sans penser à mon fils. Peut-être même pas une seconde, ou une minute, mais il n'y a pas. Et je ferai tout pour que ma petite fille sache que son père est mort en héros. Arnaud Garcia, agent pénitentiaire, avait 34 ans lorsqu'il a été tué par le commando qui a fait évader Mohamed Amra. Il allait être père d'une petite fille, âgée de 3 mois aujourd'hui. Et Arnaud, il est toujours avec moi, il est toujours dans ma tête, dans mon cœur. Et ça sera indélébile, ça. Indélébile. Malheureusement, j'aurai jamais la photo de ma petite fille avec son père. Plutôt. 9 mois d'un deuil impossible, jusqu'à l'arrestation de celui qui était surnommé La Mouche. Dominique Garcia, ancien commandant de gendarmerie, nous raconte comment il a appris la nouvelle. J'étais en voiture quand j'ai appris Mohamed Amra arrêté, interpellé en Roumanie. Ma première réaction, ça a été enfin. Premier mot, je dirais soulagement. Donc soulagement, pourquoi? Parce que ça fait 9 mois qu'on attend, donc maintenant on a l'auteur des faits. Mohamed Amra, à peine reconnaissable lors de son arrestation à Bucarest. Après une traque qui aura mobilisé plus d'une centaine de policiers et de gendarmes. L'épilogue d'une évasion sanglante et spectaculaire. Ce mardi 14 mai 2024, il est environ 11 h sur l'autoroute A154 dans l'Eure. À mi-chemin entre le tribunal de Rouen et la maison d'arrêt d'Évreux, 2 véhicules, ici en blanc sur ces images, franchissent la barrière du péage d'Incarville. À l'intérieur de ces fourgons, un détenu ultra-violent, Mohamed Amra. C'est quelqu'un qui a un profil très inquiétant, très dangereux, un CV pénitentiaire et judiciaire déjà très fourni puisqu'il a une quinzaine de condamnations à son actif. La première de ces condamnations, elle remonte alors qu'il avait 13 ans et aujourd'hui il a une trentaine d'années. Donc on le voit, c'est quelqu'un qui est implanté dans ce qu'on appelle le narco-banditisme, le narcotrafic. Il est escorté par 5 agents pénitentiaires. Le fils de Dominique Garcia fait partie du convoi. Ils étaient sur le chemin du retour, donc pour eux, ils passaient le péage, ils faisaient 10 minutes au Val-de-Reuil, ils déposaient le détenu et ils faisaient retour vers la maison, quoi. Il avait dit, je ne sens pas cette journée, mais bon, faut le faire quand même. Comme habituellement, les véhicules passent la barrière du péage. Lorsqu'en contresens, une voiture noire leur fonce dessus et les oblige à s'arrêter. En quelques secondes, des hommes, habillés en noir et cagoulés, font irruption. Ils sont lourdement armés, encerclent le fourgon des agents pénitentiaires, pointent leurs armes dans leur direction et ouvrent le feu. Une violence inouïe à laquelle assistent les passagers de ce car. À travers le pare-brise, l'un d'eux filme 2 des assaillants armés. Puis sur cette autre vidéo prise à l'intérieur du bus, on voit une jeune femme terrorisée, ramper sur le sol entre les sièges. Qu'est-ce qui se passe? Madame, qu'est-ce qui se passe? C'est la police ou c'est quoi? Non, c'est pas la police, oh, putain. Le car reste à l'arrêt, immobile. On le voit ici sur la file droite, juste à côté du fourgon pénitentiaire braqué. Sur l'autre file, à gauche, se trouve Nicolas, chauffeur routier. Ce jour-là, il est à bord de son camion et il assiste lui aussi à l'attaque. Sa caméra qui filme la route en continu a capturé toute la scène. Quand je suis arrivé au niveau du péage, je voyais les véhicules un petit peu en retrait du péage. Je voyais les gyrophares et je pensais que c'était la douane. Et plus j'avançais en fait, et j'ai remarqué du coup les protagonistes
cagoulés, habillés tout en noir, sans brassard de police. Et là, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, en fait, j'ai entendu des coups de feu. C'est une attaque extrêmement bien préparée, bien organisée. Et puis pour nous, c'est la mort en direct. En fait, cette attaque, elle est sanglante, on le voit tout de suite, parce que les complices de Mohamed Amra, ils sortent de leur voiture pour le libérer et ils ouvrent le feu instantanément. On le sait, 2 agents pénitentiaires sont tués sur le coup, 3 autres sont blessés. L'attaque semble minutieusement préparée. Les malfaiteurs parviennent à ouvrir la porte latérale du fourgon et à exfiltrer le détenu. On les voit ici courir ensemble pour regagner leur voiture et prendre la fuite dans ce véhicule blanc qui roule à vive allure. Derrière eux, ils laissent 3 agents blessés. Il y avait un agent de la pénitentiaire qui était allongé au sol avec les mains sur la tête, qui bougeait encore. Il avait du sang sur ses mains. 2 autres agents présents à l'avant du fourgon sont touchés mortellement, dont le fils de Dominique Garcia. Dans ma tête, j'ai prié pour qu'Arnaud fasse partie des blessés. Je pense que c'est humainement possible. Et 10 minutes après, j'ai reçu un coup de téléphone. Et en décrochant, j'entends aussitôt la voix de M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Et il me pose la question, Arnaud, est-ce que c'est votre fils? J'ai dit, je comprends tout de suite. Je dis, il fait partie des décès. Il me dit oui. Bon, voilà. 2 agents pénitentiaires sont tués ce jour-là, du jamais vu depuis 1992. Une chasse à l'homme s'organise alors et Mohamed Amra devient l'homme le plus recherché de France. Dès le départ, il y a une grande traque qui s'organise avec comme premier élément la mise en place de ce qu'on appelle un plan épervier. C'est-à-dire qu'on va bloquer quasiment toutes les routes autour de l'endroit où l'évasion s'est produite. Il y a au moins 300 policiers au départ, 150 à plein temps depuis. Ils n'ont jamais lâché. C'était l'ennemi public numéro 1. Sa liste rouge d'Interpol parle pour lui. Elle est longue comme le bras d'infraction pénale. Les policiers comprennent que Mohamed Amra et ses complices, lourdement armés, sont extrêmement dangereux et qu'il y a urgence à les retrouver. Les dernières images qu'on a des voitures après Inkerville, c'est le moment où justement elles s'enfuient à toute vitesse sur l'autoroute. Les policiers ils vont suivre comme des petits cailloux toutes les voitures qui ont servi à opérer l'évasion. Et puis ils comprennent qu'ils ont affaire à une équipe extrêmement bien organisée, puisque les voitures, elles brûlent au bon endroit. C'est-à-dire elles brûlent à des endroits où il n'y a personne pour voir les changements, et surtout il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance. Autrement dit, ils comprennent, les enquêteurs, très vite, que l'équipe qui a évadé Amra avait très bien préparé son coup. Pendant 9 mois, Mohamed Amra et son commando semblent introuvables. Et les enquêteurs qui suivent l'affaire s'interrogent. Le fugitif et ses complices sont-ils toujours ensemble? Sont-ils restés en France ou ont-ils depuis longtemps passé la frontière? En fait, l'hypothèse plus privilégiée, c'est que Mohamed Amra se serait tout simplement terré dans sa zone. Sa zone, c'est Évreux, le quartier de la Madeleine. Les enquêteurs ont imaginé qu'il était là, caché, mais caché sans jamais bouger, dans des appartements sans électricité, évidemment sans téléphone, avec des ravitaillements par des complices. Les policiers surveillent la zone. Mais c'est finalement à près de 2500 km de là que Mohamed Amra va être retrouvé. Il y a un élément, d'après nos informations, qui serait un élément technique qui permet d'alerter les enquêteurs de l'Office central de la lutte contre la criminalité organisée, qui leur dit « Attention, il y a un mouvement suspect vers la frontière allemande ». Ils se mettent sur la piste et c'est là que les enquêteurs comprendraient que ce mouvement suspect, c'est peut-être Mohamed Amra et qu'il y a bien une voiture, au moins une voiture, qui fait le trajet jusqu'en Roumanie, qui traverse toute l'Europe. Donc les policiers français alertent les Roumains. Là, il y a une enquête qui est discrètement menée sur l'appartement où il se trouve, qui est un appartement qui a été loué apparemment, pas à son nom, mais sous une longue période. Dans la capitale roumaine, tout s'accélère. Les taux se resserrent autour du fugitif, jusqu'à ce samedi après-midi, où il est repéré et arrêté
alors qu'il sort d'un taxi à proximité d'un centre commercial de Bucarest. L'interpellation se passe en pleine rue, en plein après-midi, alors qu'il y a des gens autour. D'après nos informations, elle se passe vraiment sans heurts. Il n'y a pas de coup de feu tiré. Mohamed Amra n'est pas non plus blessé. On voit que Mohamed Amra a perdu un petit peu de poids quand même, que la cavale n'a pas dû être simple. Et puis il y a un élément qui saute aux yeux, c'est la couleur de ses cheveux, c'est-à-dire qu'il est roux. Il a essayé de se dissimuler, il porte des grandes lunettes. On se demande s'il ne porte pas même des lentilles colorées pour changer son regard, pour essayer de se dissimuler à la vue des enquêteurs qui le traquent depuis plus de 9 mois. Une des hypothèses de la police judiciaire à ce moment-là, c'est d'imaginer qu'il est à Bucarest pour de la chirurgie esthétique. Entouré par 2 policiers cagoulés, Mohamed Amra, tout sourire, est conduit au tribunal. La fin d'une longue cavale pour lui, mais aussi pour certains de ses acolytes, ceux qui l'ont aidé à se cacher ou ceux qui ont permis son évasion. Quelques heures plus tard, un vaste coup de filet est lancé pour les interpeller. Les autres interpellations, ça se passe de manière spectaculaire et surtout de manière très coordonnée. On savait que les enquêteurs avaient remonté déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, des complices, voire des membres du commando qui ont aidé Mohamed Amra à s'évader. Ils ne les interpellaient pas, d'après ce qu'on sait, c'est que ça faisait partie d'une stratégie qu'il préférait laisser tout le monde en liberté pour pouvoir interpeller Mohamed Amra d'abord. Il y a tous ces complices qui sont dans le viseur des enquêteurs et 10 d'entre eux sont arrêtés entre le début de la soirée et la fin de la nuit. On voit des colonnes de la BRI nationale évoluer entre 4 et 5 heures du matin. On est dans les rues de Rouen, près des quartiers où Mohamed Amra a ses attaches. Et donc on les voit équipés en armes, casqués, aller vers certains immeubles et puis ressortir avec au moins une personne interpellée, menottée, qu'ils emmèneront en voiture. Une dizaine d'individus sont arrêtés, parmi lesquels de possibles membres du commando impliqués dans l'attaque sanglante d'Incarville. Mohamed Amra, lui, a été présenté à un juge et à sa sortie du tribunal, il lève la tête presque fier pour répondre aux journalistes qui lui demandent ce qu'il faisait en Roumanie. Le narcotrafiquant devrait être extradé en France d'ici les prochaines semaines. Il risque la prison à perpétuité.